Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur le quotidien du dev. Donc nous avons trois super développeurs ici, développeurs et développeuses ici présents pour nous parler de leur quotidien et nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce métier de dev, notamment intéressant du coup comme conférence pour les personnes qui sont en introduction, qui viennent de commencer leur session. Donc je vous invite à vous présenter tous les trois en même temps et vous couper la parole. N'hésite pas Honneur aux dames. Elodie. Honneur aux dames, hein, forcément. Alors, du coup, moi, c'est Elodie. J'ai fait la session 6 de THP qui doit correspondre à automne 2018. Donc, c'était il y a un petit moment. Et donc, moi, c'était une reconversion complète puisque je faisais pas du tout ça dans la vie avant. euh, Dans la mesure où j'étais office manager slash secrétaire général en cabinet d'avocat. Donc, vraiment, c'était la découverte de cette machine de l'enfer qu'est l'ordinateur. Euh, Et voilà, je me suis jetée là-dedans un petit peu en me disant, bah, je vais voir si ça me plaît. Et ça a été un gros coup de foudre. Je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. Je vous cache pas que c'était dur. THP, c'est intense. Je pense que vous allez tous l'expérimenter là pendant votre promo. Mais voilà, avec un peu de passion, un peu d'effort, en s'accrochant bien, il y a moyen d'en faire quelque chose puisque moi j'ai fait du coup le premier module et ensuite Next, de manière informelle, on va dire. Et donc, à la suite de ça, donc après 6 mois, je me suis lancée directement en freelance. Et donc là, ça fait 3 ans que je fais de la free. Et là, je viens de décrocher un poste en CDI parce que je voulais changer un peu de rythme. Donc, je commence à la fin du mois. Voilà. Ouais, c'est cool. Lucas. Yes, vas-y, je prends la suite. Du coup, moi c'est Lucas, je dev depuis janvier 2020. Alors, je sais plus quel était le numéro de la session, mais on était la session Covid en gros. Avant ça, je faisais pas de dev du tout. Bon, j'étais quand même un petit geek, mais je faisais plus de l'événementiel sportif. Donc, j'avais jamais vraiment codé du tout, quoi. J'ai enchaîné THP, donc la première session code quoi, de Ruby on Rails. Et pendant que je faisais ça, il y avait derrière Next qui a été créé. Donc j'ai poursuivi par Next les 6 mois. Après, j'ai fait le CS50 que vous avez à la fin de THP là, qui est proposé par Félix. Et derrière, j'ai fait pas mal de Code War. Et derrière, je voulais trouver un taf avec des seniors et autres, ce que j'ai trouvé à l'issue de THP. Et du coup, je suis dans cette boîte depuis octobre 2020. Ça fait 1 an et demi, quoi. Et c'est une boîte à Paris qui s'appelle Uptime. Et je suis très content là-bas. À côté de ça, je fais un peu de freelance, de petites applis comme ça à droite à gauche. Et depuis l'an dernier, je donne des cours dans une école à Nantes d'informatique pour les débutants. Voilà. Ouais, c'est super. Denis. Salut, moi c'est Denis. Euh, donc moi j'ai pas fait THP. En fait. Moi je suis dev depuis mars 2012. Ça commence à faire un bout maintenant. À la base j'ai fait une école d'ingé et en fait j'ai croisé la route de Félix dans une startup quand j'étais CTO là-bas. Et je l'ai accompagné pour faire la session 0 de THP. J'ai été mentor dans les toutes premières sessions. Je suis un peu moins présent maintenant. Mais voilà. En ce moment, je suis en France, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas mal travaillé depuis l'étranger. Euh, et en ce moment, je suis CTO pour une toute petite startup avec un ancien de THP. Voilà. Donc ouais, du coup, Zaratan est dans la commu depuis toujours et c'est un plaisir de pouvoir l'accueillir également. Et d'ailleurs, il a mentoré, il a pu, comment dire, coacher, enfin donner des coups de pouce à Lucas et Elodie, non? Yes, moi, grave. Moi, pareil, ouais. Genre, nous, on Moi, s'est je... rencontrés avec Denis entre THP Code et THP Next, si je me rappelle bien. Et je me rappelle que ouais, à l'époque, je cherchais vraiment à déchirer le truc et que tu m'aidais beaucoup à faire du code propre et à faire les bonnes méthodes et pas forcément les trucs que je voyais. Enfin, à faire le tri aussi entre le bon et le mauvais dans ce que je voyais, et ça, c'était très cool. Yep, je me souviens. Ouais, bah, moi, je pense que Zaratan, il va surtout se rappeler de ma période Bernardo, qui était une mission assez hardcore, où du coup, en plus, il était en décalage horaire complet. Donc, on faisait des séances de debugging. Il était minuit chez moi, 6 heures chez lui. C'était rock'n'roll. Donc ça, et puis là, plus récemment,
on se faisait des petits ateliers algo, data structure, pour me coacher un peu en préparation de mes entretiens d'embauche, etc. Donc voilà, Zaratan, c'est Yoda, moi je dis souvent. Et donc, pour en revenir au sujet, du coup, aujourd'hui, on a un bon petit mix de personnes qui ont fait du freelance, du CDI, et puis avec plus ou moins d'expérience, d'années d'expérience. Donc, sur ça que c'est cool aussi, ça vous permet d'avoir un petit peu des points de vue différents. Et puis, parce que ici, bon, on a sûrement des personnes qui veulent être en freelance, des personnes qui veulent être en CDI, des personnes qui veulent monter leur boîte, qui veulent ajouter une corde à leur arc. Donc c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui de ces différentes branches de, du quotidien de dev, quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions déjà ou est-ce qu'on parle plutôt de notre vie au quotidien? Je pense que ça peut être bien, ouais, de l'ascension vers le monde du dev et puis ben, à quoi ressemble un petit peu votre quotidien dans un premier temps et puis quand il sera à peu près dans 30 minutes, 40 minutes, ouais, on pourra se faire une petite foire aux questions. Qui va en premier? Si vous voulez, moi je peux vous parler de mon quotidien. Mon quotidien, c'est me poser dans des cafés et bosser. Après, c'est pas vrai, des fois je bosse depuis mon salon. Euh, mais globalement, j'ai toujours travaillé avec des horaires super bizarres. Je travaille la nuit, le matin, en fait. La nuit et le matin. Faire genre 5 heures. Ouais. Et être dev, ça m'a vraiment permis de faire ça. Euh, je sais pas si Elodie ou Lucas vous faites ce genre de truc. Hein. Moi, je suis Moi, c'est vraiment l'heure sur où les je horaires me très couche, décalés. 5 heures plutôt, mais ouais, je comprends. Non, moi Ouais. je me suis forcée à avoir des vrais horaires de bureau au bout d'un moment. Mais ça, c'était pas le cas au tout début quand j'étais en freelance, clairement. Euh, Parce que ça fait partie des pièges un petit peu quand on n'est pas habitué au début, de trouver un peu son rythme et sa structure d'horaire pour juste avoir un équilibre et pas passer sa vie que à travailler, quoi. Ouais, c'est ça, comme c'est un petit Ouais, peu je un pense. métier passion, on a du mal à voir la limite. Et puis, comme on se sent forcément obligé parfois de faire des choses ou qu'on a envie d'aller plus loin, c'est vrai que trouver des moments où, comment dire, des limites entre le début et la fin, c'est pas forcément évident au départ. Et c'est vrai que ça se met en place un Mm. petit peu petit à petit quand on est dans le monde du freelance notamment. Ouais, et puis si je peux dire un petit mot aussi, un heads up pour ceux qui vont faire la formation, je pense que moi, il y avait beaucoup aussi de cet effet de, on avait un rythme hyper intense pendant THP, euh, et du coup, j'ai gardé cette habitude-là. Donc, je pense que ça dépend beaucoup des profils et de à quel point vous êtes confortable dans cette introduction-là au code, etc. Il y en a qui vont forcément être plus à l'aise que d'autres. Moi, c'était quand même assez délicat sur le début. Après, ça allait un petit peu mieux, mais du coup, j'avais des horaires, je faisais 9h minuit à peu près. C'était vraiment jusqu'à la Ouais. dernière minute pour push sur le Git. Donc, donc voilà, se méfier parce que THP c'est bien, mais THP c'est que 3 mois ou 6 mois. Et on n'est pas censé tenir des rythmes aussi intensifs toute notre vie, quoi. Yes, après, ce qui est vraiment Ouais, intense à THP, c'est que tu apprends aussi en même temps que tu fais. C'est pas juste tu fais, quoi. Et du coup, c'est là où t'as ton cerveau, il est bombardé d'informations. Je pense que tu peux tenir ce rythme-là après, parce que tu es moins en permanence sollicité, quoi. Bah, ça dépend. Enfin, moi personnellement, mon expérience en free au tout début, c'est que j'étais quasiment encore dans un contexte THP, dans le sens où j'apprenais tous les jours mon métier en faisant des choses. La différence, c'est que j'étais payée pour. Mais, mais oui, au début, tu sais tellement rien faire que tu es encore dans cette phase où tu cours après l'information et tu cherches comment faire ce qu'on t'a demandé de faire, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc oui, ça peut être piégeux un petit peu de garder le rythme THP sans se rendre compte que bah, ça peut être mauvais, quoi, pour vous au bout d'un moment, quoi. voilà, c'est intéressant que tu parles de rythme parce que pour le coup, maintenant, je dis que je commence à 5 heures, mais à 13 heures, j'ai fini en fait. Donc, Ouais, c'est vrai qu'après, c'est- je comprends. Enfin, pour avoir fait les versions où tu fais 80 heures par semaine pendant des mois, en vrai, c'est pas viable. Enfin, personnellement, c'est pas du tout viable de faire ce genre de rythme. Pas très C'est longtemps, en au tout bout cas. de...
Bah ça, au bout de 3-4 mois, t'es sur les rotules, de toute façon tu produis pas. Ouais. Je sais pas vous, hein, moi par exemple, si j'arrive à coder 4 heures dans une journée, je suis bien. Voilà. Mm. Il y a des journées où c'est 2, à peu près. Ouais. Ouais, Mais ça ça, c'est aide, parce ça que aide tu à avoir codes une petite super idée. vite. Tu disais quoi? Oui, Qu'est-ce bah que t'as dit, après, Lucas? Je disais, c'est parce que tu codes super vite. non. Alors non, pour la blague, en plus, on pourra en parler aussi, mais je code vraiment très lentement. Déjà, je tape avec 2 doigts, donc ça part mal. Alex, pas vrai, je tape avec le petit doigt pour mettre les majuscules. Mais je tape vraiment, vraiment lentement. Et non, Elodie m'a vu coder et je Ouais. code pas très vite en fait. Non, mais c'est une question, je pense que c'est pas mal d'en parler aussi, parce que ça va vraiment être une plongée dans le quotidien du dev. Euh, je pense que c'est le phénomène aussi qui veut que, à un moment, une partie de ce que tu fais de tes journées, c'est aussi juste réfléchir ou faire des Exactement. recherches. Donc, finalement, tu as une portion qui est peut-être égale ou qui est plus importante peut-être au début quand tu es plus débutant. Mais dès l'instant où tu commences à mieux maîtriser ton sujet, tu commences à passer un certain temps de réflexion au niveau de l'architecture, etc. Enfin, de ce genre de sujet. Et du coup, tu passes pas ta vie à coder, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ouais, Alors typiquement, je c'est pas confirme comme dans parce les que films où t'as les doigts H24 sur le clavier en train de. C'est Ouais. clairement en fait, tu passes ton temps à réfléchir et puis t'écris 2 petites lignes par-ci par-là. là, si je peux donner un exemple, en ce moment au taf, on crée une nouvelle plateforme pour des clients. Et, euh, et ça fait 1 mois et demi qu'on prépare cette plateforme, donc qu'on écrit les specs, qu'on a fait des revues de design, qu'on réfléchit à quelles features on va mettre dedans et comment et pourquoi. En 1 mois et demi, on n'a quasiment pas écrit de code en fait. On a un peu rangé des dossiers ou fait des trucs. Par contre, là, ça fait une semaine qu'on a démarré et là, on code H24. Mais il y a quand même une grosse partie préparatoire avant. Et on n'est pas parti genre bille en tête en mode YOLO, on va coder et c'est parti, quoi. Donc effectivement, il y a un peu les deux à gérer. Mais je pense que ça permet d'aller plus vite, d'avoir un plan. Oui, préparation, ouais, c'est important. Ouais, c'est ça, vous le remarquerez au moment des projets finaux. Enfin, certains ont déjà fini leurs premiers projets finaux. Mais parce que bon, on n'a pas que des intros dans le groupe, mais ouais. La phase de réflexion c'est vraiment important et c'est vrai qu'au début on a plutôt cette tendance à se dire ok il faut vite me lancer dans le code et commencer à écrire des choses avant même de finalement avoir vraiment posé toute la réflexion globale du truc pour gagner du temps, pour éviter des bugs, voilà, pour profiter plus finalement de la phase de conception quoi. Ouais, d'expérience, si tu passes pas du temps à réfléchir à comment tu vas coder, même à réfléchir à quoi va ressembler ton sujet, en général, tu passes juste plus de temps à dev. Au total. Ouais. En vrai. Moi, ça va Ouais, prendre plus de temps que juste faire, là, je vais prendre 2 jours, je vais réfléchir à mon ticket, je vais regarder du code, je vais lire du code. Ça, c'est un truc important. Vous allez lire énormément de code. Mm. Il faut vous habituer. C'est vrai, 50% du temps, c'est que vous allez lire le code d'autres gens. Ou le vôtre. Mais en vrai, vous d'il y a 6 mois, c'est quelqu'un d'autre. Euh, c'est vrai. et en vrai, c'est ça. Hein. C'est, le quotidien de dev, c'est aussi lire et comprendre la logique de plein de gens. Et lire du code d'autres gens, lire le code des librairies que vous allez utiliser, écouter des confs aussi, beaucoup. Des livres, enfin, peu importe son moyen de consommation, mais, des blogs ou whatever. Mais, c'est beaucoup, beaucoup de votre quotidien, je pense. C'est C'est ça. très vrai. J'ai une anecdote sur comment le code, votre code d'il y a 6 mois, c'est plus vous, qui était très réel et qui est sur un de mes entretiens d'embauche. L'entretien technique, c'était une refacto d'un code que j'avais fait. Et du coup bah, c'est pareil, ça faisait peut-être moins de 6 mois même que j'avais écrit ça. Et il y a des trucs qui m'ont sauté au visage et où je me suis dit, ah, mais en fait, je l'aurais pas fait comme ça là à l'instant T. Donc, c'est drôle de voir comment ça peut vachement évoluer. Donc, ouais. Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi le fait de juste arriver devant un truc et de pas comprendre ce que c'est, et de même se demander si c'est soi-même, on l'a écrit soi-même, ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit dans notre code, ou si c'est du copier-coller ou autre, parce que vraiment, parfois on Ouais. n'a juste aucun souvenir d'avoir fait un élément précis, quoi. Donc il y a Mm. ce changement de point de vue, et puis ouais, cette évolution qui fait que.
enfin, d'un côté, le code est vieilli, quoi, et d'un autre côté, bah, nous, on évolue, la distance augmente, quoi. Ouais, Alors, il y a plein... En fait, faut se rappeler que. Ah, pardon, désolé, Lucas, je t'ai coupé. Vas-y. vas-y, vas-y. Ah, ok. Alors moi, c'est juste qu'il faut se rappeler qu'en plus, les codes, en général, il est écrit dans un contexte. Ça se trouve, quand vous l'avez écrit ou quand quelqu'un d'autre l'a écrit, les gens étaient pressés par le temps, il y a peut-être une deadline. Les gens étaient peut-être pas du tout au courant de quoi ressemblaient de la finalité du code pour lequel ils écrivaient. Ça se trouve, le code, il y a eu plein de changements au fur et à mesure des trucs qu'on voulait faire. Et donc en fait, bah oui, le code il est dégueu, mais en fait c'est parce qu'on lui a demandé 3 fois de changer. Si on te demande 30 fois de changer ce que fait ton bouton, bah ouais, en fait le code il est peut-être bizarre parce que bah, t'as pas pu penser à tout au début. C'est d'ailleurs pour ça que c'est bien de beaucoup y réfléchir et de poser toutes les questions tout de suite. Ça évite ce genre de problème. Et, ouais, il y a plein. Ça se trouve, la personne était juste fatiguée aussi quand elle a écrit le code. Quand tu le reverras, Oui, mais ça, il y quand a tu la vois le code code, review pour pourquoi l'éviter. quoi. Ouais, les code review c'est cool, mais quand c'est des code review qui font 8000 lignes, c'est pas tout vrai. Des fois tu vois pas tout. Il y a des choses qui traversent la code review. Donc, C'est code vrai. review, pour les personnes qui sont au début, hein, c'est le fait de réviser du code qui a été mis en ligne, bah, notamment quand on met les choses en ligne sur GitHub, pour pas tout mélanger et que tout explose, à chaque fois qu'on veut insérer du nouveau code qui a été produit par quelqu'un ou un groupe de personnes, on va revoir tous ensemble, ou alors certaines personnes seront sélectionnées pour revoir cette partie du code, et pour s'assurer que justement il n'y a pas tout le code source qui va exploser, ou juste pas de bêtises qui rentrent finalement sur le produit final où les utilisateurs sont actuellement, quoi. Yes. Moi, il y a un truc que je voulais dire par rapport au fait de lire du code, lire de la doc et tout, c'est que vous allez vous rendre compte d'un truc avec de l'expérience qui, moi, m'arrive là et que je trouve assez cool. C'est qu'à force de lire, on comprend de plus en plus comment fonctionne la techno au sens large. Et du coup, on est moins perdu quand on lit une nouvelle doc, une nouvelle techno. On arrive à savoir à peu près ce qu'il va y avoir à faire ou pourquoi il est nécessaire de faire telle ou telle chose quand on démarre un nouveau truc. Et ça, avant, moi, je me rappelle quand j'ouvrais un projet, genre, je sais pas, je voulais mettre Sentry, qui est un outil qui permet d'avoir des logs de bugs et autres sur ces projets. La première fois que j'ai ouvert la doc, je pompais mais absolument rien. Et là, je l'ai rouvert il y a 2 jours et en fait, c'était assez fluide. Et entre-temps, j'ai pas retravaillé cette partie-là, j'ai juste travaillé le code au sens large et ça, c'est venu implicitement. Et je pense que ça arrive à force d'en lire. Mm. Ouais, bah, je suis très d'accord avec ça. Je sais plus ce que c'était. Zardon, j'avais partagé un truc sur le Discord des internautes euh, qui disait un petit peu c'était quoi les réflexes pour sortir un peu du dev débutant. Et il y avait une partie qui disait faut lire du code en fait, faut lire du code que t'as pas écrit idéalement. Et je m'étais rendu compte que euh, le fait d'avoir vu vraiment beaucoup de projets différents en freelance, euh, au final, mon onboarding était plus long certes qu'en entreprise, mais j'avais plus d'informations quand j'arrivais sur une app où il y avait personne finalement pour me prendre par la main et m'expliquer comment ça marchait, parce que j'étais forcée de lire quasiment l'ensemble de la base de code. Et ça me permettait de comprendre en profondeur et de découvrir du coup énormément de mécanique interne à Rails par exemple, que je pouvais ensuite rechercher pour mieux comprendre comment ça fonctionnait. Enfin, voilà, c'était un petit travail d'investigation que je trouvais vachement utile. Et je ne sais pas si ça se fait vraiment en entreprise, ou si c'est conseillé, ou si tu trouves le temps finalement de faire ça. Parce que moi, j'avais ce luxe-là finalement, d'arriver sur un projet au début et d'être en free. Donc, j'avais pas le choix de prendre au moins 2 jours pour faire juste ça. Euh, mais je ne suis pas certaine que ça fasse partie des programmes d'onboarding classiques en entreprise. De lire le Donc ça, code? c'est plus de lire toute la base de code, quasiment. Enfin, Ouais, bah en en fait, fonction de la taille de la base de code. souvent c'est, enfin, moi, le peu que j'en ai vu, c'est globalement tu dois récupérer le projet, te débrouiller à faire tourner les tests, c'est-à-dire à build le projet sur ta machine. Mm. Et de là, après, souvent tu as une petite PR à faire sur un truc qui t'oblige à aller lire un peu dedans, quoi. Ouais, mais Mais c'est ça, c'est morcelé. En fait, ouais, c'est tu un vois petit. des petits morceaux de la base de code à mesure que tu travailles dedans, quoi. Yes. Mm. Ouais, mais alors, je trouve que c'est vraiment un luxe de pouvoir se dire que tu vas être dans un contexte où tu vas pouvoir lire toute la base de code.
Ouais, Ouais, non. ouais, Parce que, on va pas se mentir, en général, le code, moi j'ai fait des bases de code où il y a plusieurs millions de lignes de code, c'est mort. Ça dépend de Enfin, la taille jamais du tu vas tout projet, lire. ouais. Et en fait, le pire, c'est même si tu le lis, mais en fait, c'est des fois tellement complexe, et ton projet peut faire des trucs vraiment compliqués, et Mm. tu peux ne juste pas comprendre en fait quel est le but, ou comment s'articulent les choses, ce genre de choses. Alors peut-être que c'était mal codé, hein, mais peut-être que c'est aussi 14 ans de personnes qui codent sur la même base de code et qui se comprennent. Ouais. Parce que tu viens d'arriver. Tu comprends pas les problématiques et fonctionnent. C'est ça aussi qui est important. Ouais, non, complètement. Mais oui, c'est cool. Hein. Pouvoir lire toute la base de code et la comprendre, c'est ouf. Tu peux faire ça, c'est trop bien. C'est la vie. Ouais, c'est vrai que Bah, c'est tu très la instructif, comprends ouais. pas forcément. Ouais. Je la comprenais pas forcément. Genre Bernardo, c'était quand même une bonne grosse base de code. Et je comprenais pas tous les éléments en fait et comment ils fonctionnaient les uns avec les autres au début. Mais ça m'a au moins donné une vision d'ensemble en fait qui était intéressante pour avoir au moins des pistes de recherche quand je commençais finalement à aller travailler sur certains bouts, certaines briques. Je pouvais me dire ah oui mais ça c'est censé être connecté à autre chose. Donc attention, il y a potentiellement des vases communicants. Enfin voilà, plutôt dans cette optique-là. Alors, d'expérience, ça fait rarement partie des processus d'onboarding. On Ouais. te laisse rarement le temps de dire vas-y, lis tout ce que tu veux. Mm. En général, tu as plus un petit ticket qui est en fait qui va toucher un bout et en gros qui va permettre de commencer à rentrer dans l'app. Puis tu vas découvrir les bouts petit à petit. Surtout si ton app elle est gigantesque parce que tu pourras pas tout découvrir d'un coup. Ça a aucun sens de dire que tu pourras tout découvrir d'un coup. Ouais, non, clairement. puis Puis des si fois, tu ça va connais pas jamais le te servir. langage, ouais, si tu es sur une code base où tu connais pas le langage, il faut aussi que tu essayes de capter comment tout marche et tout. Ça peut être long de tout lire. Moi, quand je suis arrivé chez Uptime, je faisais pas de TypeScript, pas de Python. Il y avait 3 projets front en Python, 2 projets back, enfin non, 2 projets back en Python, 3 projets front en TypeScript. Impossible de tout lire en vérité. Ah non. Non, ouais, tout dépend du contexte, effectivement. Ouais, même sur Et des puis, applis un et peu plus puis, petites, ouais. C'est difficile, mais, ouais, mais- de tout lire. et puis des fois, il y a des bouts du code où en fait tu ne pourrais jamais mettre les mains dedans. Ça m'est arrivé d'être dans un contexte où pendant 5 ans, j'ai touché à zéro bout du code. Parce qu'il y a des bouts de l'app, en fait, tu n'auras jamais joué dedans, tu n'auras jamais de ticket qui correspond à ça. Et en fait, ça ne sert à rien en fait. Tu aurais juste perdu du temps à aller lire ce code-là. Ouais. Oui, un petit truc dont je voudrais parler, surtout pour ceux qui débutent là et qui vont attaquer à apprendre Ruby et tout ça, c'était le fait que il y en a peut-être qui ont eu des doutes. Moi, je dis ça parce que je l'ai eu quand je faisais PHP, que ben, est-ce que Ruby c'est vraiment le bon langage? Est-ce que je vais avoir du boulot avec ça? Est-ce que machin? Mon point, et je pense que Denis le partage, Elodie, je sais pas, c'est que le langage importe peu. En Moi aussi, soi, je ce qui pense. compte, c'est de comprendre l'algorithmie et l'informatique au sens large. C'est-à-dire qu'une variable, une boucle, une condition, on va l'avoir à chaque fois. Mais c'est pas grave si vous le faites en Ruby, en Python, en JS ou je ne sais quoi. Enfin, vous vous formalisez pas. Le but, c'est d'apprendre quelque chose. Après, ce sera transposable d'un langage à l'autre. Donc, pas de problème à apprendre Ruby au départ. Pas d'inquiétude sur ça. Ouais, pour le coup, Ouais, je suis bah, totalement d'accord. Et finalement, l'une des principales compétences les plus importantes dans le développement, c'est savoir se débrouiller, en fait, savoir réfléchir, savoir structurer un peu ce qu'on a envie de créer, et puis savoir rechercher sur Internet les choses. Donc, en fait, une fois qu'on a acquis la logique, qu'on a acquis les grandes lignes d'un langage, finalement, de- pas d'un langage justement, mais de la programmation. Après, on peut switcher entre plusieurs langages sans trop de soucis, quoi. ouais. Et puis, ça t'offre des super pouvoirs. Genre, petit Ouais, exemple con, moi, à la maison, là, je suis en train de m'amuser à faire. Là, en ce moment, mon grand truc, c'est des cartes NFC sur lesquelles je mets des trucs, des QR codes et de la domotique. Et je n'y connaissais que dalle en électronique. Mais c'est juste que bah, tout se recoupe, en fait. Finalement, c'est un peu de l'informatique pareil. Et du fait que je sache coder et lancer des Docker, ben, je sais faire ça par extension, quoi. Ou du moins, j'arrive à comprendre ce qui se passe. Et donc, je peux m'amuser à faire tout ce qui me passe par la tête. Et ça, c'est assez cool, en vrai. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, notamment, bah, moi, pour le coup, j'ai pu faire quelques jeux vidéo aussi. Avec des bases en web, bah, j'ai pu faire des jeux vidéo pas du tout web. En fait, ouais, l'important, c'est d'avoir les bases et de savoir grandir par rapport à ce noyau en fait, qu'on s'est construit, quoi. Oui, c'est ça, il faut le voir comme une porte d'entrée dans le milieu de l'informatique, mais en gardant en tête qu'il faut se faire sa propre culture générale
sur le côté, j'ai envie de dire, pour approfondir finalement les sujets qui t'intéressent le plus. Mais je suis d'accord avec Lucas que c'est transverse une fois que tu as les bases de la logique euh, programmationnelle, Ouais, la logique de programmation d'un langage. À minima, là pour un langage orienté objet comme on a nous, mais je pense qu'on peut passer aussi sur du fonctionnel. L'adaptation sera peut-être un peu plus complexe, mais voilà, ça vous donne des bases assez solides pour ensuite vous aventurer ailleurs, clairement. Après, pour rassurer ceux qui auraient un petit coup de cœur pour ce langage, ce beau langage qui est Ruby et son framework Rails, du taf, il y en a. Hein, moi, personnellement, sur les 3 dernières années, j'ai pas eu l'impression qu'on avait plus de mal que d'autres à trouver. C'est peut-être sûrement moins tendance que les frameworks JavaScript, par exemple, mais bon, voilà, pour moi, vous êtes employable quand même très largement, quoi. oui, pour aller dans ton sens, chaque semaine, je recevais des appels. J'étais sur quelques petites plateformes d'emploi où j'avais ma fiche, j'avais mon CV. Bon, un CV, c'est pas aussi génial qu'un portfolio ou autre. Je vous invite à faire des portfolios. Mais rien qu'avec ça et mon numéro de téléphone en ligne, et ben, toutes les semaines, j'avais 2 3 appels. En soi, je pouvais, bon, en étant à peu près organisé, je pouvais me faire des entretiens et des tests techniques et autres toutes les semaines finalement. 3 4 fois par semaine, je pouvais en avoir en Ruby, je parle. On me demandait, parfois je mettais Ruby et React, parce que on a appris les deux, quand on fait dev chez THP, on fait les deux. Mais parfois on me contactait même juste pour du Ruby et sans rien autour, quoi. Pour Moi vous pareil, hein, j'ai vraiment pas donner, l'impression qu'il y a un manque à ce niveau-là. Enfin, je trouve que effectivement ça recherche. ouais, pour vous donner les chiffres de mon process de recrutement récent, là. Donc après, je pense que sur des profils plus juniors, il y a peut-être un peu moins de demandes, clairement, mais euh, moi, là, sur Talentio, j'avais même pas, il y avait même pas mes expériences, puisque comme j'étais freelance, moi, tout était sur Malte, et mon LinkedIn n'est pas rempli, et ils avaient importé mon LinkedIn, donc il y avait juste marqué que j'étais dev depuis 3 ans en Ruby on Rails. J'ai été contactée par 15 entreprises. Et j'ai fait un mois d'entretien. J'ai réduit la liste à 8 entreprises au final. Mais il y a quand même 15 boîtes qui n'avaient pas la moindre idée de ce que j'avais foutu de mes 10 doigts pendant 3 ans, qui savaient juste que j'étais dev full stack Ruby on Rails. Et donc j'ai été contactée quand même par 15 boîtes. Donc il y en a du taf quand même. Il y a de la demande, quoi. Ouais, totalement. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. Sur le marché, on voit souvent. Ouais. Je vais juste revenir sur sur un sujet à propos que enfin, qu'en gros tu peux changer d'un langage à l'autre. Et alors, les gens qui me connaissent, ça dépend en fait, de niveau de compétence dans un langage en particulier. Attends, tu peux répéter, Dans tu l'idée disais, où, t'as dit. oui, effectivement, attends, je suis désolé. C'est pas Ouais. super. Je disais, en fait, ça dépend. Ça va dépendre de votre niveau de compétence dans un langage ou un framework en particulier. En gros, moi, par exemple, on pourrait me jeter sur à peu près n'importe quel langage. Je m'en fous. Je serais capable de coder là-dedans. Il me faudra peut-être un petit moment pour comprendre comment marche le langage en particulier, mais ça marchera. Par contre, il y a des jobs où on me recrute littéralement parce que j'ai lu le code de la plupart des versions de Rails en entier. Et du coup, oui, me jeter sur un projet Rails, mon profil n'a pas du tout la même valeur en fait. Donc oui, tu peux être recruté, je pourrais être recruté pour faire du Python, mais ce serait pas du tout rentable pour quelqu'un de m'embaucher pour faire du Python, par exemple. Donc ça dépend. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a du taf en Rails, il y en a. Faut pas... Et il y en aura toujours, ça va pas mourir. J'apprendrai que ça dépend. C'est la réponse universelle en informatique à toutes les questions. C'est ça. Ouais. Mais Ouais, l'important, c'est quand même de et pour... faire une expertise dans un langage et après, vous pourrez. Mais ouais, il y a tout à fait. Et tout n'est effectivement, pas transposable. pour rejoindre ce que disait Lucas, en tout cas, moi, je l'ai vu aussi au niveau de ma recherche d'emploi. Il y a effectivement des boîtes qui vont te démarcher en te disant, on s'en fout en fait que vous codiez en Rails. On vous veut, on vous formera sur le langage sur lequel nous, on code. Donc, c'est que ça a une valeur Ouais, quand ça même. passe. Ah non, mais ça a clairement une valeur. Je dis juste que tout n'est pas transposable et qu'éventuellement, il y a un certain niveau d'expertise qui n'est pas Ouais. transposable d'un langage à un autre. Ou plus difficilement, en fait, ça va te prendre beaucoup plus de temps.
Ouais, clairement. Par contre, il y a du taf en Rails, et il y en a vraiment beaucoup, et ça va pas disparaître. Ruby et Rails vont pas mourir. Non. Je sais que je lis tout le temps Ruby c'est mort, mais en fait c'est pas vrai. Vu le nombre de boîtes et de startups qui se sont lancées en Ruby, ça va jamais mourir en fait. Enfin, je veux dire, il y a des tafs en COBOL qui est un langage de l'enfer qui est apparu dans les années 80, et il y en a encore plein. Donc partant de là, Ruby ça va jamais mourir. J'adhère complètement à ce que dit Zaratan. D'autant plus que je trouve qu'il y a une communauté autour de ce langage qui est... Enfin, c'est un langage dont on tombe amoureux, en fait. C'est dur de s'en défaire, je pense. J'ai un exemple très concret là juste devant moi, Lucien qui fait 42 et qui code en C du coup, pour la plupart de ses projets. Et il regrette quand même, il a la nostalgie de Ruby et de Rails, hein. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est vrai que c'est vachement agréable quand même au niveau du langage et puis au niveau du framework, quoi. Alors, est-ce que vous voulez qu'on passe sur des questions qui nous feront probablement rebondir? Parce que tout à l'heure, je voyais des petites mains levées de temps en temps. Samuel, je sais pas si Ouais, ta question est toujours valable. je vais juste ajouter un dernier truc. Bien sûr, bien sûr. Parce que je t'ai dit, Jocelyn, que j'en parlerai et que j'en ai pas parlé. À propos du fait qu'en France, on va vous parler d'un diplôme, etc., et que vous allez avoir ce problème, dites-vous que en Amérique du Nord, par exemple, c'est pas du tout une problématique. Les gens sont contre-fiches de quel diplôme vous avez fait, de d'où vous venez en fait. Tant que vous savez coder, c'est pas du tout un problème. Et que en vrai, à partir d'un certain temps, d'une certaine quantité d'expérience, pareil, les gens s'en fichent de qu'est-ce que c'est que votre école ou qu'est-ce qu'il y a sur votre CV. Le seul truc qui les intéresse, c'est, en fait, par exemple, moi sur mon CV, l'école, c'est tout en bas. Je suis sûr qu'il y a la moitié des recruteurs, ils arrivent jamais jusqu'à ce moment-là dans mon CV, ils s'en foutent. Bah, Ouais. pour en rajouter une couche par là-dessus, encore une fois, je me base du coup sur une expérience de recrutement très récente, mais j'ai l'impression, en tout cas par rapport à la réputation des bootcamps qui commencent finalement assez à proliférer dans le secteur, qu'ils recherchent de plus en plus ce type de profil, même volontairement en fait des profils de reconversion possiblement, parce que ça amène d'autres choses qui sont assez intéressantes pour eux, que ce soit des compétences transverses parce que vous venez de secteurs d'activité qui n'étaient pas liés à l'informatique avant, ou que ce soit juste les soft skills, parce qu'aujourd'hui on commence vraiment à mettre vachement en avant cet aspect-là des profils. Donc voilà, dites-vous bien que peut-être au tout début, à l'avènement des bootcamps et des reconversions de ce type-là, c'était peut-être moins évident d'entrer sur le marché du travail. Aujourd'hui, je pense que c'est au contraire valorisé et qu'il y a beaucoup de boîtes qui recherchent des profils comme des sorties THP, quoi. Ouais, et pour en rajouter une couche, ouais, c'est vrai que j'ai très souvent entendu ça, que effectivement les diplômes, voilà, on s'en fiche et que bon, en France, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus difficile. Enfin, les personnes sont peut-être un peu plus frileuses, un peu plus rigides sur l'acceptation des profils. Ils veulent des bacs plus 5 alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Ils veulent des expériences plus 5 alors qu'il n'y a pas forcément besoin non plus. Parce que parfois, tout simplement, les personnes ne savent pas forcément. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en entretien avec des personnes qui me demandaient des choses et qui ne savaient pas ce que c'était. Par exemple, est-ce que vous connaissez Git? Enfin, est-ce que vous... je suis développeur, je suis censé connaître Git. C'était une question un peu. Ouais, je crois que c'était cette question-là. Les, Mais les recruteurs non-tech, ouais. ouais, c'est ça. Donc ça arrive. Mais même Guillaume Fort-Dumont, il disait aussi avec ses 20 ans d'expérience que ben, jamais il a eu besoin de montrer son diplôme et que ça servait pas. Enfin, basé sur son expérience, lui non plus, il trouvait que ça servait à rien. Quoi. Lui aussi, il trouvait que ça servait à rien. Comme d'habitude, ça dépend. Il y a des postes où en fait un diplôme d'ingé, une habitude, C'est vrai. savoir construire en fait le processus d'ingénierie qui va aider dans certains contextes. Imaginons que votre job c'est de bosser, j'en sais rien, sur l'optimisation des processeurs pour la PS3, la PS4, peu importe. Je joue pas à la console, ça s'entend. Et je suis vieux, ça s'entend aussi. Euh, en fait, à la rigueur, vous aurez pas ce taf-là. Mais il y a tellement de taf qu'en fait on s'en fout. C'est pas du tout Oui, une problématique. Enfin, C'est les ça. 20% de taf que vous ne pourrez pas faire parce que vous n'avez pas les compétences d'ingénierie, bah, vous ne les faites pas. Puis voilà. Et je dis 20%, c'est un chiffre au pif. Hein. J'ai pas fait de stats. Ouais, ouais c'est sûr. En tout cas, voilà, c'est rassurant.
je pense, dans ton sein, parce que clairement, parfois on se pose la question. moi, je fais passer des entretiens au taf et j'ai jamais regardé le CV d'un candidat avant qu'il vienne. Globalement, il y a le test technique et c'est là où on voit si oui ou non. Mm. Ouais, je pense que c'est mieux, hein, parce que la personne peut avoir travaillé nulle part, mais avoir, comment dire, assez de motivation pour s'être beaucoup entraîné, pour s'être beaucoup intéressé à plein de choses et finalement être assez compétent et assez, comment dire, affamé sur l'envie d'apprendre, quoi, d'acquérir des compétences de travail en équipe et autres au sein d'une équipe de dev, quoi. Donc Et c'est puis, beaucoup d'aspects à regarder ça. Ouais. moi, ce qu'on m'a souvent rétorqué en entretien, du moins quand j'avais un interlocuteur technique, c'est que ils étaient friands de ce type de profil parce que ça montrait quand même une forme de résilience et de persévérance. euh, Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, un bootcamp, c'est quand même intensif. Un changement de carrière aussi drastique, c'est pareil. Il faut avoir un peu de grit, comme ils disent en anglais. Il faut avoir juste de la volonté aussi et de la passion et être affamé, comme tu disais, Jocelyn. Donc ça montre quand même, c'est des profils en tout cas qui sont attrayants pour les employeurs parce qu'ils savent ils vont pas avoir des mous du genou, quoi. Enfin, ils vont avoir des gens qui ont faim, qui ont envie de bosser, qui ont envie d'apprendre et qui ont le sens de la démerde aussi, quoi. Exact. Ouais. C'est vrai que des fois où je tombe sur des entreprises comme ça me fait plaisir. Ouais, mais il y en a pas mal, hein. Ouais, On ouais c'est passe aux vrai. questions. Et du coup, ouais, est-ce qu'il y a des questions? Il y a Et une moi, main il y a, levée je crois, depuis tout à l'heure, Seigneur. Samuel. On va voir. Samuel? Salut Samuel, ton micro est coupé. Ouais, désolé. Euh, merci. Merci pour ces petits bouts d'expérience racontée. Moi, tout à l'heure, j'avais une question. Il me semble que c'était pour Elodie, je crois. Tu as dit que juste après THP, tu t'es lancé, je crois, ou 6 mois après, tu t'es lancé et tu as commencé à faire des missions freelance. Est-ce que tu t'es senti le besoin de faire d'autres petites formations annexes à droite à gauche ou tu y es allé sans filer avec les acquis de THP, avec une stack Rails.js comme ça Alors, à voir? on va dire que j'ai pris le temps de faire des petits projets perso de mon côté. J'ai eu la chance aussi de pouvoir faire du bénévolat sur un vrai projet, du coup, avec un pote à moi qui était dans notre groupe Next aussi, pour une coopérative alimentaire. Donc voilà, il y a eu des étapes, clairement. Il y a eu pas mal de recherches et pas mal d'entraînement finalement sur d'autres petits projets perso. Mais bon, enfin, dans tous les cas, à un moment, il faut se jeter à l'eau. Et de toute façon, mon premier projet était au-delà de mes capacités, euh, dans le sens où c'était très difficile pour moi. Donc j'ai quand même réussi à le faire, mais j'ai mis du temps à le faire parce que j'étais assez inexpérimentée. Donc voilà, ça a été de la lecture, ça a été construire des projets perso en fait, qui me permettaient de voir des choses qui me paraissaient importantes de maîtriser, comme Sidekick par exemple. Il y a eu quoi d'autre? Sidekick Redis. J'avais repris aussi Next, on avait euh, tout ce qui était Docker et AirSpec. Donc voilà, j'ai un peu capitalisé sur ce qu'on avait fait à Next, en sachant que du coup, c'était pas du tout le même Next que ce que vous avez maintenant. Moi, j'avais pas fait de React pour le coup. Ouais, Donc, c'était du Rails approfondi. mm, Et donc Rails approfondi, c'est un truc que nous, du coup, on n'a plus. Genre, ça s'est substitué à React ou euh, bonne question, Jocelyn, je sais pas si tu as C'est vrai que des comme infos. moi, j'avais pas suivi les cours de. D'ailleurs, ça s'appelait THP2, non? Euh, Ça s'appelait Next? Il me Ça semblait que ça. s'appelait Next, Ouais, c'était ouais, la ça toute s'appelle Next. première. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, bah. THP2, c'est un truc étrange. Ouais. C'était Ouais. encore avant, ouais. je cache pas que moi, je suis très curieux en ce moment. Je vais essayer de trouver, enfin, d'anticiper en tout cas des recherches
de petites formations en Rails poussées, c'est-à-dire en Rails avancées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaie de trouver un tuto sur YouTube pour soit consolider ses acquis, soit aller plus loin, bah, on tombe toujours sur ce même package, ce même pack, starter pack, CRUD, migration, association. Ça va jusqu'à un peu de test et authentification et tout, mais ça va jamais plus loin. Et j'ai peur de. Enfin, bah, bon, même Ouais, un autre, bah, peur d'être victime de. Je pense que c'est ça qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, non? De savoir rien faire, en fait. ouais, Ouais. je Il y sais a une pas bonne si... solution pour ça. Fabrique des trucs. Comme ça, tu sauras faire des choses. C'est exactement Ouais, ce que j'allais c'est dire. ça. Ouais, en fait, faut mettre les mains dans. Là, ça veut dire que si tu es à ce stade-là, au bout d'un moment, c'est que finalement, tu n'as plus besoin de regarder beaucoup de cours parce que tu as vraiment un bon socle et que maintenant, toutes les choses que tu vas devoir voir qui seront avancées, ce sera. Comment dire ce sera Quand elles pour vont des t'exploser au sujets visage. spécifiques, quoi. Comment? C'est pas quand elles vont t'exploser au visage que tu vas les voir. C'est ça. D'accord. Ok. C'est l'épreuve du feu un peu, hein, c'est ça, c'est que en fait, ta connaissance approfondie et avancée de ton framework, elle va arriver dans l'expérience en fait, Exact. quand tu vas construire des choses. Donc peut-être le petit conseil que je donnerais, parce que je suis pas du tout au courant s'il y a des formations ou des bootcamps ou des choses complémentaires que tu peux faire pour approfondir Rails, mais mais il y a un blog, je crois, Lucien, Rails Advanced, ou oh, il y a des choses, tu peux chercher en tout cas, il y a soit des média blogs, soit des tutoriels. Moi là, j'en ai fait quelques-uns il n'y a pas longtemps pour juste dépoussiérer un peu mes connaissances en vue de faire des entretiens. Euh, donc, t'as des supports quand même sur Internet en cherchant bien, où t'as des notions beaucoup plus poussées en fait, au-delà des notions de base qu'on voit à THP ou qu'on peut voir dans des tutoriels habituels. C'est ça. Rails, je pense que si tu veux vraiment avancer, aller plus loin, il faut que tu bosses ton ORM et la partie Postgre du coup, pour voir la gestion de tes transactions, tous les problèmes que tu peux avoir vraiment avec la communication entre ton ORM et la base de données. C'est là où la diff se fait, je pense, d'une manière générale au back-end. D'accord. Ok. Peut-être leur définir ORM, Lucas, Ouais. parce que je suis pas sûre. Ouais, Object Relational Management, c'est ce qui Ouais. fait le lien entre l'objet Ruby que tu as toi et la table en base de données. donc c'est Active Record dans le cas de Rails, Ouais, par cette exemple. surcouche-là. Mais effectivement, c'est un bon conseil de se pencher sur le SQL en fait aussi, pour mieux comprendre en fait comment Rails et Active Record fonctionnent. C'est vrai. D'accord. Ok. Bon, bah, merci pour vos réponses. Avec plaisir. Pas de souci. Et, ouais, je pense que faut se Si mettre. vous voulez. Ouais. Pardon. Vas-y, Non, je vas-y. J'allais dire, pour THP2, si vous voulez, alors THP2, pour ceux qui ne le savent pas, c'était la volonté derrière ça, c'était créer justement comment bien attaquer un projet en Rails. Donc c'était plein de problématiques, genre qu'est-ce que c'est, comment on fait des tests, qu'est-ce que c'est que bien, comment on utilise Rubocop, qu'est-ce que c'est bien codé, etc. Donc si vous voulez, je vais le mettre comment ça s'appelle, dans table ronde écrit. Il y a des issues et des corrigés sur GitHub. Vous pouvez les faire dans l'ordre et ça vous donnera une idée approximative de à quoi ressemble THP2. Alors il n'y a plus l'accompagnement de moi toutes les semaines, mais dans l'idée, ça peut vous permettre quand même au moins d'avoir des idées de comment marcher les choses. Alors on s'entend que c'est un vieux Rails, c'est vieux, hein, c'était en 2018, 2017, donc il y a des trucs qui sont plus tout à fait à jour, mais je pense que ça reste intéressant. Pardon, je te rends la main. D'ailleurs, et pour approfondir, est-ce qu'on pourrait parler également de Turtle Family, tu penses? Turtle Family, c'était quoi? C'était les mini. Alors, t'as coupé, mais C'est quoi Turtle Family? en fait, Pardon, il me semblait que vous c'était m'entendez toi pas? qui avais fait ça. C'était. Blog, non? Comment? Tu parles de son blog? C'est sur le blog, ouais, c'est ça, il me semble. Ouais, sur son blog, en fait, c'est une sorte d'exercice de recréation d'une application. Bon, je dis ça un peu, j'ai pas vu dans les détails, mais une sorte d'usine à tortue. Et en fait, ça permettait de revoir tout ce qui est test unitaire et comment faire un code bien foutu et tout, quoi.
pas de bêtises. En fait, l'idée, c'est des bouts de PHP2, c'est sur ça. Ouais. Mon blog, aux alentours de mars 2018, il y a 3 articles à la suite où on va passer à travers vraiment les bases. Mais alors, c'est des vidéos, donc ça ne plaît pas forcément à tout le monde. C'est un format particulier. Mais voilà. Si vous avez des questions, de toute façon, je suis pas loin, vous pouvez me poser la question. Mais sinon, ouais, pour approfondir, être dans un projet avec d'autres gens, déjà, je pense que c'est bien parce que ça force à se pencher sur des problématiques qu'on verrait pas forcément dans un tuto, quoi, et qui force à construire, ouais, à réfléchir, à faire des recherches et à construire. Parce qu'il y a d'autres petites questions. C'est vrai que j'ai pas encore regardé le chat. Après, n'hésitez pas pour les nouveaux mousses, si vous avez des questions un petit peu plus portées sur comment ça va se dérouler, cette session de THP, n'hésitez pas un petit peu à nous demander. À nous offrir de quoi rebondir. Rémi, il y avait une question, je pense que ça c'est pour toi, Elodie, par rapport au bosser en freelance, est-ce qu'il faut un portfolio ou est-ce que Malte et LinkedIn ça suffit? Alors, attends, c'était dans table ronde. C'est vrai que écrire. n'hésitez pas à lever la main et prendre la parole directement plutôt qu'écrire. C'est vrai que ça peut être cool Ouais, aussi. parce que là, je les ai un peu ratés. Il faut Ah, vous inquiétez pas, je guette, moi, vous pouvez écrire les timides. C'est Ceux gentil. qui veulent pas prendre la parole, j'avoue. Ouais, bah pour répondre, du coup, je sais pas qui avait posé la question. Moi, j'ai fait ça assez simplement. Honnêtement, je suis pas une grande fan de LinkedIn. J'aime pas du tout l'outil. Je l'ai utilisé une fois dans ma carrière. Donc, il n'y a rien dessus, hein, clairement, comme je disais tout à l'heure. Donc, moi, je suis passée par Malte, qui est une plateforme qui met en relation les freelances avec des entreprises et qui fonctionne très, très bien. Ils ont une belle base de données quand même d'entreprises et de freelance. Et du coup, bah, mon portfolio, les gars, c'était le projet de chaton. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore déroulé toute la session de THP, vous avez votre projet final qui est sur 2 semaines à la toute fin de votre parcours. Et avant ça, vous avez... C'était 1 semaine ou 2 semaines le Une projet de semaine, chaton? les chatons. 1 semaine. Ouais. Et le projet chaton, c'était juste Faire un site généralement d'e-commerce. voilà, un e-commerce qui vend des photos de chats, qui permet d'un peu de vous entraîner et de vous roder aussi en équipe avant d'attaquer le vrai projet final. Donc j'avais mis ça, donc autant vous dire que c'était quand même dégueulasse hein, dans mon portfolio, ce projet de chaton. Et puis j'avais mis Pixelou, qui n'était pas mon projet final, mais c'était le projet final d'un autre groupe que j'avais repris pendant Next avec le porteur du projet et qui n'était pas fameux non plus. Donc voilà, moi j'avais que ça à montrer au départ. Et, ça a suffi. Je pense que voilà, le but c'était surtout d'avoir un profil bien détaillé au niveau du descriptif de voilà, quelles étaient mes compétences, les langages, etc. Et puis mettre un petit mot sur soi-même. Donc moi j'ai pas mal mis en avant le fait que j'avais une autre expérience professionnelle avant et que du coup je pouvais avoir un regard intéressant sur des projets par rapport à d'autres développeurs. Donc voilà, je suis pas certaine de ce qui a vraiment fonctionné pour moi par rapport à ça. Je me dis toujours qu'il y a toujours un facteur chance quand même. Mais voilà, donc il n'y avait pas grand-chose dans mon portfolio. Ensuite, il s'est constitué au gré des missions, euh, mais voilà, essayer d'être quand même mettre le maximum de choses. Je pense que c'est pas obligé d'être des très beaux projets dès le début. Les gens comprennent bien hein, que quand vous commencez votre carrière, bah, vous commencez votre carrière, vous n'avez pas énormément de choses à montrer et c'est pas grave quoi. Ouais, c'est vrai. Mais moi aussi, pour répondre à cette question, moi je dirais que c'est une bonne chose, les portfolios. Pareil, hein, j'ai pu travailler sans, mais maintenant je me dis que si c'est à refaire, je prendrai un peu de temps pour le faire et que ce soit un portfolio codé ou pas, hein, pas besoin de le coder le portfolio. L'important c'est de réunir au même endroit toutes les choses qui sont finalement difficiles à rédiger en une seule page de CV. En fait, je trouve toujours le CV un petit peu pauvre, c'est une page de PDF et les gens doivent se baser là-dessus. Et du coup, rien de mieux, je pense, que de mettre un petit lien dans le CV vers le portfolio, où là, justement, on peut détailler, on peut dire, ouais, dans tel et tel projet, j'ai fait ça, dans telle mission, j'ai fait ça, j'ai appris toutes ces choses-là. Si je pouvais faire mieux,
j'aurais changé les choses, je les aurais construites plutôt de telle manière. Donc ça montre que vous avez un peu de recul sur ce que vous avez fait. Et voilà, il y a des liens vers GitHub, vers le lien en prod, enfin le site en ligne, quoi. Et toutes les petites choses qui peuvent être intéressantes pour les personnes qui recrutent. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça fait une vitrine déjà un peu plus complète de votre personne et c'est vachement plus cool, je pense. Ça met plus de chances de votre côté, à mon avis. Après, moi, si je peux me permettre, je sais que Jocelyn et Elodie vont pas du tout être d'accord avec moi, mais perso, je vous déconseille de faire du freelance à la sortie de THP. Pour moi, quand on sort de THP, on n'est pas assez bon. Notre code n'a jamais été review par des seniors. En vrai, même si on va se manger des murs et qu'on va y arriver, on n'a pas le niveau pour faire ce qui est attendu d'un freelance, c'est-à-dire venir en renfort dans une équipe ou délivrer un produit solide. Et je pense qu'il vaut mieux prendre un peu d'expérience avant. Mais bon, après, Ça peut être pas chacun fait mal. ses choix. Ça peut être pas mal. Moi, c'est vrai que du coup, je dirais que on va dire la plupart je sais pas, le socle supplémentaire que je me suis fait, le premier socle, quoi, c'était lors de ma première mission. Et au tout début, j'ai beaucoup galéré. Enfin, au tout début, pendant toute la mission, j'ai galéré. Et finalement, j'ai tiré énormément de leçons. Et il y a plein de choses que je ne referai pas. Et je sais que je ferai un projet beaucoup plus propre, enfin, à partir de ce moment-là, que tous les autres projets qui suivent seraient beaucoup plus propres. Parce que, effectivement, il n'est pas super génial au niveau du code source. Et je pense que Mais si quelqu'un devait c'est le surtout reprendre, que, il pleurait. Et moi-même, j'ai pas envie de le reprendre non plus. c'est surtout que Jocelyn, c'est des erreurs que toi t'as spotées, mais ça se trouve, t'es passé à côté de beaucoup parce que t'es pas un senior qui t'a dit avec son expérience, là tu fais n'importe quoi. Exactement, ouais. Bah, je suis pas forcément pas d'accord avec toi pour une fois, Lucas. Dans le sens où euh, on va dire que c'est la méthode hardcore. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas impossible. Par contre, alors ça veut pas dire que je ferais les choses autrement avec si je recommençais de zéro, parce que j'avais envie d'être en freelance directement. Aujourd'hui, finalement, j'y viens au CDI pour d'autres raisons. Mais effectivement, c'est très vrai ce que tu dis. On apprend pas mal dans la douleur. On sait très bien qu'on va laisser du code legacy derrière nous. Je pense que ça dépend aussi du profil de client. Moi, j'ai eu un peu cette chance-là aussi au tout début. Et je mets de côté l'expérience Bernardo parce que ça, c'était un peu une catastrophe. Mais j'ai eu la chance de tomber, par exemple, une de mes premières missions, c'était un tout petit projet Rails qui avait très peu de trafic. Donc c'était quelque chose d'abordable par rapport à mes compétences et qui m'a permis quand même de découvrir d'autres choses. Parce que c'était une base de code déjà existante et constituée et assez conséquente. Euh, Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre euh, j'ai clairement passé la main au bout d'un moment chez Bernardo parce que je voyais bien que j'avais pas les épaules ni les compétences, enfin le niveau nécessaire pour faire du bon travail. Donc j'ai passé la main à une agence web et à des devs plus seniors que moi. Mais ça reste quand même, je regrette pas parce que c'était quand même hyper formateur pour moi. J'ai appris énormément et si on sait s'entourer aussi, j'ai eu la chance d'avoir un Zaratan en backup quand j'étais vraiment au fond du trou et que je trouvais plus de solution pour faire mon taf. Et la communauté de THP a cet effet bénéfique-là aussi sur le Slack néanmoins, avec le code help. Si on reste pas tout seul dans son coin, c'est pas forcément la meilleure façon d'apprendre, mais ça veut pas dire que vous n'allez pas apprendre. Il y a une diversité aussi dans le fait de voir des projets différents qui peut être intéressante et qui peut avoir de la valeur en fait ensuite pour vendre vos compétences en CDI. Donc voilà, tout ce que je dis, c'est que c'est pas impossible. C'est peut-être pas recommandé pour tout le monde parce que c'est la méthode kamikaze, j'ai envie de dire. Et ça demande de l'effort, ça demande de se mettre des pressions aussi assez énormes parce que le syndrome de l'imposteur, il est vraiment violent dans ces moments-là. Euh, mais voilà, c'est pas impossible avec de l'effort, en sachant demander de l'aide aussi extérieurement. Exact, ouais. Important. Et, et puis, et c'est pas dénué de valeur à la fin, cette expérience-là. Vous allez passer à côté sûrement quand même
de l'expérience, parce que tu disais tout à l'heure que c'est compliqué au début, oui, pour être vraiment dans des contextes de mission où tu es en renfort dans une équipe. Moi, là, ça n'a pas été le cas parce que ma dernière mission, c'était ça, c'était du renfort dans une équipe. Donc là, j'ai pu apprécier le fait d'être supervisée, d'avoir de la code review, d'être un peu comme en CDI. Et j'avais quand même une expérience qui était valorisée et je pouvais apporter ma pierre à l'édifice sur cette mission-là, sans laisser derrière moi des cadavres de Legacy Code, parce que Yes. j'avais Après, déjà quand même... je disais pas que c'était impossible, hein, de faire du freelance derrière. Je disais juste que je le déconseille et je Voilà, pense que ça optimise pas ta progression. Tu vas bah, moins vite, je pense, en étant seul en freelance dans ton coin qu'avec une équipe de gens expérimentés qui te challenge en permanence. Ouais, c'est vrai que toi, t'aimes bien positionner autour de toi des facteurs qui vont faire que tu vas plus vite et plus loin dans ta progression, quoi. Et c'est vrai que, Parce qu'on est en reconversion. Et en ouais, reconversion, tu es en retard sur tout le monde, donc il faut rattraper le retard. Enfin, ouais, ça, c'est mon c'est point à vrai que moi. dans ce sens-là, c'est pas faux que, effectivement, pour quelque chose qui peut vraiment permettre d'avoir tous ces. Après, bon, rien n'empêche de trouver un taf freelance où justement t'es dans cette position-là avec des seniors et autres. Après, il faut trouver, mais au tout début, effectivement, ça va être compliqué parce que tu n'auras pas une valeur ajoutée importante pour une entreprise pour t'amener en renfort. Euh, il faut qu'il y ait un équilibre entre, OK, ils vont te former un minimum, où tu vas avoir de la code review, où tu vas bénéficier finalement du mentorat des seniors, mais il faut quand même que, que, que tu puisses désimpacter la charge de travail qu'ils ont besoin de te confier un minimum. Donc, non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Lucas, au final. Yes. Euh, j'ai juste envie de le nuancer pour pas non plus décourager des profils qui ont quand même envie de le tenter, quitte à ce que ce soit ça marche pas et qu'ils se dirigent vers le CDI, mais qui sait, avec peut-être un petit peu d'expérience professionnelle avant de faire leurs premiers entretiens d'embauche, euh, ça peut être une alternative pour moi, je Yes. Et pense. alors, si je peux juste nuancer avec mon truc, enfin mon expérience en perso, moi j'ai pris un CDI en octobre 2020. Et en fait, avant de faire THP, j'étais déjà freelance dans mon ancienne vie et j'ai gardé mon statut. Et j'ai commencé à prendre des missions de freelance en janvier 2021, quand je commençais à avoir un peu d'équité dans la boîte. Mais le truc, c'est que comme je ne dépendais pas du freelance pour manger tous les jours, Ouais, et ben, je pouvais me permettre de choisir la mission qui allait bien pour mes objectifs et où je savais que c'était OK, genre un client qui n'était pas pressé, un mec mm, assez cool qui paye bien. Et du coup, ça te donne une facilité. Et donc, tu peux un peu combiner les deux et petit à petit te préparer un terrain pour le jour où tu veux exploser en freelance. Tu as déjà ton ouais, réseau qui est fait, quoi. ouais, ouais, bah ça c'est pas faux ce que tu dis parce que c'est vrai que il y a une double difficulté aussi de se lancer quand tu es en train de tu t'es reconverti, donc tu le disais, on est quand même un petit peu à la bourre, enfin plus ou moins parce que c'est pas toujours vrai, mais tu es déjà en train d'apprendre un nouveau métier, tu te lances en freelance, tu en apprends encore cinq autres parce que du coup tu es entrepreneur et il faut gérer ta prospection, gérer ton administratif, etc. Donc c'est se tirer une balle dans le pied un peu dès le départ, hein, je suis d'accord avec ce principe-là. Euh, Maintenant, moi je continue à penser que par contre ça peut être intéressant et formateur. Euh, Tout dépend du type de mission auquel tu es exposé en fait. Tout dépend des code bases auxquels tu es exposé. Et si tu es quand même dans cette limite où c'est plus dur que ce que tu sais faire, mais du voilà. coup, ça te pousse à apprendre plus. Là où moi j'ai eu le cas que une des missions les plus chiantes que j'ai faites, c'est quand même la dernière que j'ai fait. Alors, ok, j'avais de la code review, j'ai appris deux, trois petits trucs, mais j'ai vachement moins appris que pendant les 9 mois où j'en pouvais plus de bosser toute seule en back-end sur une appli aussi grosse que Bernardo. Euh, donc, enfin, pour moi, le jump, il a été très différent en termes de niveau d'apprentissage entre ces deux formats de mission-là, parce qu'on m'a donné des tâches assez basiques, enfin, que je savais parfaitement faire quasiment.
et où j'avais très peu besoin de réfléchir ou... Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, carrément. Je vais juste spécifier un truc. Moi, j'ai jamais fait de freelance. Enfin, j'ai fait très 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 peu de freelance dans ma vie. Jamais, c'est pas vrai. Là, j'en ai fait un peu. Ouais. Donc, voilà, je suis pas compétent enfin, pas spécialement compétent sur ces sujets-là. Par contre, mes premiers tafs, enfin en fait quasiment tous mes tafs, on met tout seul sur des projets. On m'a souvent mis sur des projets très complexes. Je suis souvent en solo. Donc en fait, j'ai fait la version freelance, mais en étant en CDI. Ouais. Est-ce que ça a l'air nul? Un peu, mais mais après je venais avec un bagage qui était différent du vôtre. Donc je partais pas de rien du tout. Ouais, Ou t'étais de mieux 6 mois équipé. de code en fait. Ouais, je code depuis que je suis en seconde, donc ouais, en vrai, quand je suis arrivé dans un taf, c'était pas si grave que ça que je sois tout seul, quoi. Et que j'ai pas un mentor incroyable. Hmm. Mais du coup, est-ce que tu as l'impression que c'était des opportunités d'apprendre un peu plus violentes, mais peut-être plus rapides, ces contextes-là, Zaratan? Alors, pour moi, oui, parce que j'ai eu des projets qui étaient vraiment très difficiles. J'ai vraiment eu des trucs où c'était genre l'enfer, en fait. C'était clairement au-dessus de mes capacités au moment où j'ai pris mes tafs. En fait, où j'ai pris quasiment tous mes tafs. Et donc, oui, bah, ça m'a permis de progresser très vite. C'est sûr que c'est super bien. Mais pour le coup, je le fais en CDI. Je l'ai toujours fait en CDI. Donc, Ok. voilà. Mais c'est sûr que se mettre dans un taf où tu vas pas beaucoup progresser et où t'es pas challenge en permanence, bah, ça fait que tu progresses moins vite. J'ai passé des gens d'entretien qui avaient 17 ans d'expérience. Et les gars, tu Ouais. regardes, tu fais comme, ouais, c'est cool, hein, mais en vrai, on va pas te prendre. Ouais. Parce Ouais, que je tu trouve as fait des projets où ton nombre d'utilisateurs, t'as 6000 utilisateurs, t'as pas de problématique de perf. Alors, pour vous, ça vous paraît peut-être beaucoup, mais en fait, ces moments où je recrutais, on avait des millions d'utilisateurs euh, journaliers. Donc, en fait, la personne, elle avait aucune idée des problématiques qu'elle allait voir. Et à 17 ans d'expérience, tu es censé avoir vu ce genre de projet, parce que sinon, bah, ton profil, il est pas, clairement pas senior. Mais ouais, il y a différents moyens possibles. Moi, je connais quelqu'un justement qui disait que c'était bien de se lancer en solo dans un projet, par exemple une start-up qui a pas trop de budget, du coup ils peuvent payer qu'un seul dev, du coup bah, ta somme de travail est colossale, et du coup tu es obligé d'apprendre tout un tas de métiers que finalement, parce que tu n'aurais pas vu si tu étais dans une équipe. Et donc forcément, tu as un peu le poste principal, forcément, si tu es le seul dev ou l'un des seuls devs, voilà, tu as le poste principal et c'est toujours intéressant en termes d'apprentissage dans les premières années pour grandir parce que tout est nouveau et tout est à apprendre et ça forme à rechercher, à réfléchir, à structurer, à réfacto parce que forcément au début on a fait des choses qui n'étaient pas terribles. Mais après, c'est vrai que cette personne-là me disait quand même que ça leur aurait fait un petit peu de bien d'avoir un senior dans l'équipe. Donc c'est toujours cool si vous pouvez quand même avoir un senior ou alors avoir des reviews ou autre pour ce que vous faites, c'est quand même bien pour encadrer. Et il faut se. Les gars, je crois que Laurent Alors, avait une question, je ça sais, fait Laurent. 2 heures qu'il est venu et on lui a toujours pas parlé. Ah, pardon, vas-y, Laurent. Ah oui, c'est Merci. vrai, pardon, je suis désolé, vas-y. Oh, c'est pas grave. Moi, j'avais une question par rapport à tout ce qui est freelance. Quand tu livres un site en fait clé en main, est-ce que tu vends aussi le service après-vente? C'est-à-dire s'il y a un truc qui plante X temps après, comment est-ce que tu fais pour facturer ça? Qu'est-ce qui se passe aussi quand tu commences à cumuler les sites que tu as livrés? Parce que tu commences à avoir les mêmes responsabilités, mais ça scale en fait. Donc je me pose un peu la question par rapport à ça. Perso, la fois où j'avais en fait, ça dépend de les accords que tu as avec ton client. Tu vois, tu peux lui vendre un produit, tu lui dis ok, je le finis, je le fais de A à Z, et après débrouille-toi avec. Enfin, Mhm. tu lui vends quoi, et puis avec ça, il achète les droits d'auteur, et puis il peut passer la suite à un autre dev par exemple. Il peut te payer sur des petites missions où justement tu viens faire un petit peu de maintenance par-ci par-là. Effectivement, si tu prends la responsabilité pour tous les sites que tu fais ou sur lesquels tu interviens de faire de la maintenance, à mon avis, ça doit être assez colossal sur le long terme de tout faire gratuitement, quoi. Donc, Mm. ouais, c'est du temps de travail et en soi, c'est pas vraiment de ta faute, c'est le code en fait, c'est comme ça. Enfin, quand tu
code quelque chose, forcément, il y a quelque chose. Bah, le code vieillit, à partir du moment où il vieillit et la technologie évolue dans le temps, forcément, il y a une distance qui se fait, il y a forcément des petites choses qui vont se casser, même si, admettons que le code soit parfait, il y aura toujours quelque chose qui pose problème. D'accord. Alors, moi, mon Et- commentaire sur ça sera faut pas bosser gratuitement en fait. Hein. Ouais, Donc, ça voilà. veut dire que si on vous paye pas pour faire de la maintenance, vous faites pas de maintenance. Le code il évolue pas et vous maintenez pas les sites. Ouais. Ouais, bah moi mon expérience de ça, c'est que généralement je fais de la maintenance au cas par cas. Soit la maintenance c'est plus mon problème parce que j'ai passé la main à une autre agence comme c'était le cas pour Bernardo. Mais il y a un suivi. Mais pour des clients perso comme j'ai pu avoir avec Atelier GMD, ils me contactent de temps en temps quand il y a un truc qui va pas ou voilà. Et voilà, c'est des interventions ponctuelles et c'est facturé du coup. Ok. Moi, je vous Donc c'est raconte juste une histoire sur ça si vous voulez. Après, je me tire parce que j'ai une réunion. Pas de souci. Euh, Quand je suis rentré chez THP, parce que avant j'étais un événementiel et il y avait un de mes clients qui avait une boîte d'informatique et il avait un problème, c'est qu'il avait un de ses clients à lui qui avait plein de fichiers Excel et il voulait faire une appli Access avec ça. Donc Access, grosso modo, c'est un système de gestion de base de données de Windows. C'est grosso modo, c'est un truc qui agrège plein de fichiers Excel et qui permet d'interagir entre eux. Et en gros, moi j'avais bricolé ça parce que je savais m'en servir. Et j'ai fabriqué une mini-app avec ce truc-là pour que le gars gère son entreprise. Ça m'a fait kiffer de faire ça, je me suis inscrit à THP. Et en fait, quand j'apprenais à faire Rails chez THP, je me suis dit le week-end, pratiquer un peu, j'ai refait cette appli-là. Euh, et du coup, bon, c'est une appli que j'ai fait, j'avais 2 mois de dev, donc autant vous dire qu'il y avait des bugs dans tous les sens. Mais le gars gère son entreprise avec cette appli depuis 2 ans, je mets jamais le nez dedans. Maintenant, ça marche, et en fait, une fois que le code marche, bah, enfin, l'informatique, c'est oui, non, ça marche pas. Une fois que ça marche, ça marche. Par contre, donc je fais pas de maintenance ni rien, mais avec le temps, j'ai appris que sur Heroku, on pouvait faire des sauvegardes de base de données et tout. Et je me suis rendu compte que moi, ça, je le savais pas à l'époque. Et que demain, s'il avait un problème, ben, toute sa base de données de son entreprise mourrait en fait du jour au lendemain parce que je faisais pas de sauvegarde journalière. Et, euh, et ça, je suis allé le faire dans un coin. Je vous conseille juste, même si vous apprenez plus tard que vous avez oublié de faire ce genre de truc, le faites pas payer au client, faites-le. Comme ça, s'il a un problème, c'est safe pour vous, c'est safe pour lui, et basta. Bah merci. Je vois mieux comment Voilà. ça se fait. Super. Et sur ce, je me tire. Ouais. À plus tout le monde. Ciao, Salut, Lucas. Lucas. Bye Merci. Lucas. Petite précision peut-être, que ça dépend, ça peut dépendre aussi de ce que tu fais en freelance. Je sais que j'avais un pote à moi qui faisait du WordPress typiquement, et lui il avait vraiment, il facturait de la maintenance au forfait, mais parce que le WordPress ça demande quand même des mises à jour de plugins et autres joyeusetés dans ce goût-là assez régulièrement. Nous on a potentiellement des upgrades de version Ruby ou Rails en end of life sur Heroku typiquement. Mais sinon, c'est un peu ce que disait Lucas. Tu auras toujours des bugs par-ci par-là, mais généralement, quand ça marche, tu touches plus. Normalement, tu devrais pas avoir énormément de besoins de maintenance derrière. Bon, ça dépend des projets, quoi. Mais ça dépend aussi de ce que tu vas faire en free, en fait. Ok, bah c'est cool. On va voir s'il y a d'autres petites questions, parce que là on a déjà dépassé l'heure de conférence. Comme on disait, c'est un petit format de 1 heure. Ok, bah est-ce qu'il y aurait des petites questions, des personnes qui ont envie de lever la main, ou des réflexions aussi, hein, c'est bienvenu également. Ça a l'air d'être bon. J'ai envie de demander aux moussaillons, est-ce qu'ils sont contents d'être là? Est-ce que ça leur plaît pour l'instant? Je vois pas beaucoup de moussaillons. Vous écrivez où il y a une chaîne table ronde écrit si vous voulez. Moi, je pense que les gens, ils sont partis en fait. Ils nous écoutent plus, J'en c'est ai fini. marre. C'est fini, c'est fini. Parce que là, il n'y a que des alumni qui écrivent. On a quelques petits moussaillons dans le lot, mais la plupart. J'ai l'impression que ça fait au moins moitié-moitié d'anciens et de nouveaux. Les cerveaux qui transpirent, mais c'est normal. C'est le jeu de THP. Ouais, parce qu'en vrai, vous vous formez à beaucoup de choses en très peu de temps. Je pense que même après THP, vous allez mettre un certain temps à tout digérer en vrai. Ouais. Même après, un petit temps de digestion, bah, il faut être en activité quoi,
Bon, si d'ici quelques petites minutes, il n'y a plus de questions, on va peut-être s'arrêter là. On va attendre encore un petit peu. Ce temps d'attente est bien involontaire de notre part. Nous prions de patienter. Votre demande a bien été prise en compte par nos services. Non, mais sur ce, je pense Nos correspondants sont actuellement tous en ligne. Je suis désolé, pardon. On disait encore avec Lucien tout à l'heure que tu le faisais trop bien, Zaratan. Votre temps d'attente est bien involontaire de notre part. Bon, du coup, on s'arrête là ou quoi? Oui, on va s'arrêter là parce que c'est vrai que ça fait attendre tout le monde. J'espère que tout le monde aura été. L'attente Que est ça... estimée à 23 minutes. Alors, on espère que sur ces dernières blagues, vous aurez apprécié cette petite table ronde. Et on se dit à très vite. Merci Elodie, merci Zaratan et merci Lucas qui n'est plus là, qui a dû partir dans sa réunion. Et voilà, on se dit à très vite. Yes, avec plaisir. Super. Salut. À plus. Bon courage à tous. Salut tout le monde. Ciao. Bon courage.